J'appelle Xavier Merlin, membre du collège de l'ARCEP, pour une keynote consacrée au référentiel général d'éco-conception de services numériques. La parole est à vous pour 15 minutes. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci encore aux organisateurs du Forum de gouvernance d'Internet France d'avoir invité l'ARCEP. L'ARCEP est partenaire de longue date de cet événement. Et finalement, la table ronde précédente m'a fourni la transition que je cherchais depuis ce matin. Quel était le lien entre mon intervention et cette journée? Vous avez parlé d'environnement, vous avez parlé d'électricité, vous avez parlé d'énergie. Le titre, alors non, il n'y a pas le titre, Référentiel général d'éco-conception des services numériques, RGESN, donc c'est la dernière fois que j'utilise l'acronyme, KESACO. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça a rapport avec précisément ce dont on vient de parler, les questions environnementales, les questions de soutenabilité et donc les questions notamment d'intelligence artificielle. Alors, je vais organiser mon intervention autour de répondre à 3 questions que vous ne vous posez pas encore, mais que vous allez vous poser dans quelques secondes. Donc, je vais les poser pour vous. La première, c'est pourquoi l'ARCEP s'est-elle occupée des sujets environnementaux et numériques? La deuxième question, c'est qu'est-ce que l'éco-conception et pourquoi est-ce que ça peut être une solution aux problèmes environnementaux du numérique? Et la troisième, c'est pourquoi un référentiel général d'éco-conception des services numériques? Alors la première question, pourquoi, mais qu'est-ce que l'ARCEP vient faire dans ce sujet-là? L'ARCEP, vous le savez, c'est une autorité indépendante qui est en charge de la régulation des communications électroniques. La presse l'appelle souvent le gendarme des télécoms, un petit peu restrictif, mais pas complètement faux. Et pourquoi est-ce que finalement cette autorité, dont le métier est de réguler les communications électroniques en France, s'est préoccupée de ce sujet? Il y a une raison très précise et une date très précise qui explique cette prise de conscience, c'est 2019. Et 2019, rappelez-vous, c'est le moment où on a commencé à parler de 5G en France et c'est le moment où l'ARCEP a lancé des enchères sur la 5G. Et il y a eu un certain nombre de contestations autour de ces fréquences, pas en tant que telles, mais parce que ces fréquences s'accompagnaient potentiellement de la multiplication d'objets connectés. Je rappelle que c'est ce que permet la technologie 5G. Et donc, ça a suscité des inquiétudes environnementales d'un certain nombre d'ONG, d'un certain nombre de citoyens. Et pour la première fois de sa vie, l'ARCEP a été traduite en justice sur la base de motifs environnementaux précisément liés au déploiement de cette technologie. Et à ce moment-là, le gouvernement a demandé à l'autorité de regarder de manière factuelle et objective les enjeux de la 5G en matière environnementale. Et c'est de ce moment-là, de cette date-là, finalement, qu'on a commencé à l'ARCEP, donc il y a 5 ans, à s'intéresser à ces questions. Alors évidemment, à l'origine, le numérique est plutôt vu comme une solution pour les problèmes environnementaux. Moi, je me rappelle de réunions internationales, notamment à l'Union internationale des télécommunications, où on parlait uniquement, dans les années 2010, de IT for Green, c'est-à-dire les technologies numériques comme solution. Mais depuis une dizaine d'années, les choses ont bien changé, y compris à l'UIT, et maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que finalement les technologies numériques qui s'appuient sur des produits, qui s'appuient sur des réseaux, qui s'appuient sur des technologies et que ces technologies ont un impact environnemental. Je citerai juste le dernier rapport de la CNUSED qui évalue à de l'ordre de 3,2% l'impact, l'empreinte carbone du numérique, sans parler des autres impacts sur l'eau, sur les métaux, sur les ressources rares, les ressources fossiles, etc. Et évidemment, et là je fais le lien avec la table ronde précédente, ce constat-là, il est aggravé par l'intelligence artificielle qui est extrêmement consommatrice d'énergie électrique d'une part, mais d'eau aussi dans un certain nombre de cas. Et pour ne citer là encore qu'un seul chiffre, l'Agence internationale pour l'énergie considère que, dans un rapport de cette année, considère que les besoins en énergie des centres de données pourraient doubler d'ici à 2026. 2026, c'est dans 1 an et demi, même pas. Donc les chiffres sont préoccupants. Donc c'est à la fois cet événement de 2019 et cette montée en conscience finalement de l'impact environnemental du numérique qui a fait que l'ARCEP a décidé
de se saisir de cette problématique et finalement non seulement le rôle de l'ARCEP, c'est évidemment le développement des réseaux, le développement du numérique, mais on a décidé à partir de 2019 que notre régulation devait amener à un numérique soutenable et à un numérique acceptable socialement, d'où cette prise en compte. Donc concrètement, dans notre vie quotidienne en tant que régulateur, finalement, notre engagement sur ce sujet-là se traduit de deux manières. D'une part, par des études. Donc vous trouverez, si vous ne les connaissez pas déjà, sur le site internet de l'ARCEP un certain nombre d'études sur l'empreinte environnementale du numérique, une qui va être publiée la semaine prochaine, donc ça c'est un teasing sur l'impact environnemental des services audiovisuels, étude que nous avons réalisée avec l'ARCOM et avec l'ADEME. Donc on fait des études et le but de ces études, c'est vraiment de partager la donnée et de la mettre au service de l'ensemble des acteurs du numérique pour qu'ils agissent eux-mêmes dans leur vie quotidienne sur ces sujets-là. Mais il y a une autre dimension, c'est au-delà de ces études, nous-mêmes, nous voulons agir. Donc on agit déjà dans notre propre régulation en veillant à ce que la régulation qu'on met en place soit cohérente avec l'objectif que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire de soutenabilité et d'acceptabilité du développement du numérique. Je vais donner deux exemples. D'une part, le passage du cuivre à la fibre. Vous savez que très prochainement, Orange décommissionnera son réseau cuivre. Le passage à la cuivre, du cuivre à la fibre est environnementalement un élément positif puisque la fibre a une empreinte carbone beaucoup moins importante que le cuivre. De même, nous encourageons dans le mobile de plus en plus la mutualisation des réseaux. La mutualisation des réseaux est quelque chose qui a un impact environnemental positif puisque ça évite la duplication non seulement des réseaux mais aussi des équipements de réseau qui sont extrêmement négatifs en termes d'impact. Donc, on s'applique à nous-mêmes cet objectif-là et on essaye de développer des outils pour les acteurs concourant à ce numérique responsable dont je parlais tout à l'heure. Et c'est là que va intervenir ce fameux RGESN que nous avons mis en place donc avec l'ARCOM et avec l'ADEME, ainsi qu'avec l'aide de la CNIL et de la DINUM, pour tous les acronymes. Et donc ce référentiel a été publié au mois de mai de cette année. Alors, référentiel d'éco-conception, donc il y a le mot éco-conception dedans. Pourquoi est-ce qu'on s'est préoccupé de l'éco-conception? Alors avant de répondre à la question, je vais donner quelques éléments des études que nous avons réalisées à partir de 2020. Je rappelle les principaux chiffres de ces études. Le numérique en France, c'est 2,5% de l'empreinte carbone. Au niveau monde, je disais tout à l'heure dans l'étude de la CNUSED, c'est un peu plus de 3%. C'est un peu plus bas en France parce qu'on a une électricité décarbonée, donc moins polluante. Mais en tout cas, 2,5% et 10% de la consommation électrique française, ce qui est considérable. Et encore une fois, on est au début de l'IA. Donc ça, c'était l'étude de 2020. Et on avait fait dans cette étude une analyse prospective pour voir qu'est-ce qui se passerait à horizon 2050, et l'un des scénarios qu'on a étudié, c'est qu'on reste sur la même trajectoire. Et ce scénario-là montre que l'empreinte carbone du numérique triple entre 2020 et 2050 si on reste sur la même trajectoire. Et encore une fois, en 2020, l'IA n'existait quasiment pas. Donc je vous laisse imaginer comment ces chiffres peuvent évoluer. Donc on a un sujet, et parmi les différents scénarios qu'on avait analysés, outre celui de on reste sur la même tendance, on avait travaillé sur le scénario d'éco-conception, et là on montrait que ce scénario-là permettait d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, donc la limitation de la hausse de la température, et donc que l'éco-conception est une solution opérationnelle pour limiter l'impact environnemental du numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? La définition de l'éco-conception, je le rappelle, c'est intégrer dès la conception d'un produit ou d'un service les préoccupations environnementales pour améliorer la performance environnementale du produit ou du service tout au long de sa durée d'utilisation. Alors, vous savez sûrement que l'éco-conception, ça n'est pas nouveau, mais en fait, ça n'est pas nouveau pour les produits. C'est-à-dire qu'au niveau notamment européen, il y a tout un corpus réglementaire, il y a des directives sur l'éco-conception, des machines à laver, des fours et des objets électroniques. Et donc, tout ça est encadré depuis, en gros, une quinzaine d'années. En revanche, pour ce qui est les services, donc les services audiovisuels, les services télécoms, etc., il n'y a rien. Et c'est précisément pour ça que nous avons, avec l'ARCOM et avec l'aide de l'ADEME, travaillé sur le sujet de l'éco-conception des services numériques pour essayer d'avancer un petit peu dans cette direction. Donc,
Qu'est-ce que c'est que ce référentiel? Donc je rappelle, l'objectif du référentiel, c'est vraiment de donner un outil aux développeurs de services numériques pour que lorsqu'ils conçoivent un service numérique, à toutes les étapes de son développement, ils intègrent nativement l'enjeu environnemental et que ça leur donne des clés et des moyens pratiques pour réduire cette empreinte environnementale. Réduire l'empreinte environnementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça va aboutir à allonger la durée de vie des terminaux. Je rappelle que les terminaux, et je vous renvoie à nos études, représentent plus de 80% de l'empreinte environnementale du numérique, c'est-à-dire les télés, les téléphones, les téléviseurs, les ordinateurs. C'est ça qui représente 75 à 80% de l'impact du numérique, les réseaux représentant 10 à 15%. Donc, il faut éco-concevoir des services numériques parce que ça va permettre d'allonger la durée de vie des terminaux, donc de permettre du recyclage, d'éviter de changer des terminaux trop fréquemment et donc de limiter l'impact environnemental du numérique. L'objectif du référentiel, c'est également de promouvoir une démarche de sobriété numérique, par exemple en essayant de limiter toutes les technologies type le scrolling infini ou l'autoplay qui amènent en fait l'utilisateur à ne plus se sortir de l'utilisation de son téléphone mobile avec des vidéos qui défilent sans cesse, des usages qui sont illimités dans le temps. Il y a des moyens dans la conception d'un service numérique, de limiter ces facteurs-là. Et du coup, évidemment, ça permet de minimiser les ressources qui sont nécessaires aux différentes étapes du cycle de vie du service. Et là encore, je reviens à l'intelligence artificielle, il n'y a pas de fatalité à ce que l'intelligence artificielle soit aussi énergivore qu'on l'a dit tout à l'heure. Il y a des solutions pour définir, en fonction des besoins essentiels du service, définir le dimensionnement de l'intelligence artificielle dont on a besoin. Par exemple, s'appuyer sur des bases de données préexistantes plutôt que de recréer à chaque fois des bases de données, ou encore limiter la fréquence de mise à jour des données. Tout ça sont des outils très concrets qui permettent en fait de rendre une intelligence artificielle moins énergivore que les intelligences artificielles classiques. Donc, concrètement, ce référentiel, il a effectivement pour but, je le disais, d'accompagner les créateurs de services. En pratique, le référentiel, il se présente sous la forme de 78 fiches. Alors, c'est beaucoup, mais en fait, c'est très segmenté à toutes les étapes de l'utilisation, qui correspondent à autant de critères pour optimiser pas à pas la fabrication d'un service numérique tout au long de l'étape de réalisation, avec pour objectif non pas de faire moins bien, mais de faire mieux en termes de service en consommant moins. Donc ça, c'est vraiment l'ambition de ce produit-là, c'est de fournir des clés à tous les développeurs de services pour que cette fabrication se fasse dans cette logique-là. Il y a également un outil qui permet d'accompagner, en fait, à chaque étape, de mesurer le score d'avancement du service, donc de voir finalement où est-ce qu'on se situe par rapport au référentiel, et à la fin, le concepteur du service peut bénéficier, et réaliser plutôt une déclaration d'éco-conception. Alors je vais donner un exemple très concret. Imaginons que l'un ou l'une d'entre vous souhaite réaliser un service vidéo. Le référentiel va lui dire concrètement, va lui donner des solutions sur comment, par exemple, utiliser des codecs efficaces ou des définitions de vidéos qui sont appropriées pour réduire la taille des vidéos et ainsi réduire l'impact de 60 à 70% de son empreinte par rapport à ce qu'il aurait fait peut-être de manière spontanée ou native. Donc c'est des choses là encore très concrètes. Le RGESN va aussi lui suggérer des modalités permettant de rendre l'usage de la vidéo plus sobre, par exemple, en proposant au concepteur de mettre en place un mode écoute seul et pas à côté du mode vidéo, à mettre uniquement un mode écoute qui peut être suffisant dans certains cas pour offrir ces services. Donc voilà concrètement ce que c'est que le référentiel. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y a juste après moi Sandrine de l'ARCEP qui est ici présente, qui anime un atelier avec toutes celles et tous ceux qui sont intéressés pour vous expliquer encore plus concrètement comment ça marche et peut-être vous aider à développer vos services. Mais c'est un outil totalement utilisable par tous, pragmatique, et
par construction, aujourd'hui, il est non contraignant. Le régulateur n'a pas du tout cherché à imposer cet outil à qui que ce soit. On en a fait un outil basé sur une utilisation volontaire, et notre objectif avec l'Arcom, c'est au contraire d'inciter le maximum des acteurs du numérique à s'en saisir, et d'autant plus que ça peut être dans leur propre intérêt, parce que s'ils éco-conçoivent les services, potentiellement, ils vont moins solliciter leurs propres serveurs, et donc avoir un bilan carbone plus intéressant pour eux-mêmes. Bien sûr, on ne peut pas. J'ai dit que c'était non contraignant, mais quiconque souhaiterait, notamment au niveau européen, utiliser ce cadre-là pour en faire une réglementation pourrait le faire. Et on peut imaginer qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui pourrait survenir. Mais en attendant, avant que éventuellement ceci ne devienne obligatoire, l'intérêt, c'est que l'ensemble des acteurs l'utilisent dans leur propre travail quotidien, encore une fois, pour leur bénéfice à eux et plus globalement pour le bénéfice de la planète. Donc pour conclure et vous laisser rejoindre la pause puis l'atelier opérationnel, je dirais que on est aujourd'hui collectivement face à des impacts, une évidence des impacts environnementaux du numérique, que cette prise de conscience existe dans la société, je l'ai indiqué tout à l'heure, que maintenant il y a même la prise de conscience d'autres enjeux, des enjeux plus sociétaux encore du numérique et auxquels les gouvernements font face. On l'a vu sur tous les travaux sur l'économie de l'attention, la durée devant les écrans, etc. Et donc notre engagement au sein de l'ARCEP est vraiment en faveur du développement d'un numérique soutenable, responsable, durable et globalement acceptable. Mais bien sûr, tous les sujets dont on parle, et c'était un peu le sujet de la table ronde tout à l'heure, ce ne sont pas des sujets nationaux. Ce sont par définition des sujets supranationaux. Donc l'ARCEP ne travaille pas seule dans son coin, elle travaille au niveau européen, bien sûr, avec la Commission européenne, avec le BEREC, alors encore un autre acronyme, mais le BEREC, en gros, c'est les 27 ARCEP européennes. Nous travaillons à évangéliser nos collègues européens, et maintenant, de plus en plus de régulateurs au niveau européen prennent conscience de ce sujet du numérique qui n'était pas du tout dans leur radar, parce qu'ils n'ont pas été, comme nous en 2019, saisis par le sujet de la 5G sous son angle environnemental. Donc cette prise de conscience-là, elle existe. Nous travaillons au niveau européen, mais aussi au niveau international, avec l'OCDE et avec l'UIT, pour que ces sujets soient pris en compte et soient traités. Je dirais que la première étape pour nous aujourd'hui, c'est d'améliorer, je l'ai expliqué tout à l'heure, d'améliorer la compréhension et de faire que tout le monde se saisisse de ces enjeux. Et donc, on est ravis de pouvoir ce matin vous présenter ce référentiel, et on invite ceux d'entre vous qui le souhaitent à poursuivre ces explications tout à l'heure après la pause pour comprendre les charmes et les mystères du RGESN qui vous seront totalement dévoilés. Merci à tous. Merci beaucoup, Xavier.